Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. C'est Christophe, votre animateur, ingénieur, physicien, podcasteur, coach, apprenti druide, enfin tout ça, qui reçoit aujourd'hui je vais quand même le qualifier d'un ami, même si on se voit pas si souvent, mais on s'est vu quand même souvent ces derniers temps parce qu'on a participé à un événement qui s'appelle The Week. On en parlera peut-être un petit peu. Donc, Rémi Escal, que je connais via l'Académie du podcast, puisqu'il est podcasteur, et qui nous vient tout droit d'Ardèche. Je pense qu'il n'est pas originaire d'Ardèche, mais il va nous expliquer tout ça. Salut Rémi, comment vas-tu? Ouais, salut Christophe, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis d'autant plus heureux que je reçois pas souvent des hommes barbus, pour être très honnête. C'est souvent des femmes, donc pas barbus pour le coup. Ça me change un peu. Je sais pas pourquoi j'ai si peu d'invités hommes. Mais c'est peut-être ma faute, c'est à moi de les chercher aussi, hein. Alors, en tout cas, on va déjà se recentrer. Salut Rémi, content de t'avoir. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être par te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Etc., etc. Eh ben Rémi, j'ai comme toi une formation d'ingénieur à la base, et puis je suis passé aussi en Suisse, hein, on l'évoquait, j'ai habité près de Lausanne pendant 1 an et demi, et l'appel de l'Ardèche a été plus fort et mon cœur m'a attiré vers ce département euh, assez, on va dire, sauvage au niveau de la nature, et avec des habitants avec lesquels j'ai réussi en fait à faire ma place. Et ça fait une quinzaine d'années avec ma femme et maintenant mes enfants, on est installés au Vence, qui est en Sud Ardèche. Ok. Et c'était quoi l'appel de l'Ardèche? Qu'est-ce qui t'a appelé? Bah, ça a été un parcours, hein. Moi, j'ai été donc ingénieur dans l'industrie de la menuiserie, puis j'ai croisé à 2 reprises le chemin de Pierre Rabhi, qui a été pour moi un de mes géants. Ouais. Quelqu'un de menu dans la taille, mais avec une poésie et des idées sur l'agroécologie, qui pour moi, en tout jeune ingénieur que j'avais en 2002, quand j'ai rencontré pour la première fois, au sortir de mon école d'ingénieur, puis en 2005 à Lausanne, il était venu faire une conférence. C'est Mhm. quelqu'un qui a semé une graine dans ma tête, une graine assez rafraîchissante et d'espoir sur le fait que l'homme était pas si con dans certains domaines, et qu'on pouvait amener avec tu vois, lui c'était assez basique, hein, c'était l'agroécologie, c'est comment on composte et comment on fait avec du compost le levain pour cultiver dans des zones arides, etc. Donc il y avait toute une articulation autour de la transmission aussi des connaissances nord-sud pour aider dans des pays en Ouais. développement à retrouver une agriculture autonomie, en tout cas locale. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment porteur d'espoir. Moi, mes tout premiers expériences d'ingénieur ou d'élève ingénieur, ça a été dans la coopération décentralisée entre l'Alsace, où je faisais mes études à Strasbourg, et Madagascar. Et du coup, j'avais vraiment cette fibre, cette sensibilité de la rencontre avec les gens qui auraient pu avoir besoin de mes compétences d'ingénieur pour le meilleur, quoi. Et ça m'a amené, après cette rencontre avec Pierre Rabhi, donc en 2002 puis 2005, à, à venir me former à l'agroécologie sur une semaine de vacances. En Suisse, on n'a que 4 semaines de vacances. J'ai dit à ma femme, écoute, j'en prends une, il faut que j'aille faire ce stage. Et ça a duré une semaine en Sud-Ardèche où j'ai appris à faire du compost, plein de choses qui étaient complètement hors de mon champ de compréhension de l'époque, mais qui ont semé des graines d'espoir. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Et je suis croisé la route d'un projet qui était vraiment en tout démarrage, qui s'appelle le Hameau des Buis, et pour lequel on allait construire 20 logements en ossature bois, isolation paille. C'était à l'époque un des plus gros chantiers européens privés de construction paille. Et l'idée d'être pionnier, de découvrir, d'aller me former à ça, ça m'a mis en joie. J'ai démissionné de ce que je faisais dans la menuiserie industrielle en Suisse, et puis je suis parti à l'aventure en Sud Ardèche. Et ça a été une vraie aventure, quoi. Quelque chose de assez humainement fort. J'ai été embauché comme coordinateur de ce chantier.
puisqu'il y avait ce besoin-là et que j'avais une expérience déjà de gestion de projet et du coup, pendant 3 ans, de 2007 à 2010, j'ai été, coordinateur d'un chantier participatif avec, plein de bénévoles qui sont venus, œuvrer, pour, construire ces logements et aussi se former donc et s'aimer en fait, ces techniques de construction, écologique que moi je découvrais, hein, mais où il y avait vraiment un enthousiasme dingue. C'est-à-dire quand vraiment on a été une équipe, jusqu'à 15 salariés en même temps, donc au sein de la société civile, qui nous employait, hein. C'était une société civile, pas immobilière, mais société civile qui permettait en fait de collecter, les fonds de ceux qui allaient habiter et du coup d'employer. On a employé, conducteur d'engin, un cuistot, des maçons, là, donc 15 salariés, l'équipe au plus haut et puis à ce moment-là, jusqu'à 45 bénévoles sur le chantier. Donc on a eu une effervescence, un truc de dingue, une aventure, comme j'en ai rarement vécu dans ma vie. Voilà, Ouais, je ce qui m'a peux attiré en imaginer, Sud ouais. Ardèche. OK. Et OK, bah, dis donc, très intéressant. Et du coup, donc là, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans, 15 ans? Ouais, Ça alors s'est fait il y a ça a une dizaine été d'années, je pense? ouais 2007 à 2010 et après, j'ai eu un autre parcours d'entrepreneur, ouais. OK. Et du coup, tu es resté en Ardèche parce que là, tu t'es senti, Ouais, dans c'est ça. ta vibration chez toi, quoi? Ouais, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette région et je me suis senti, après j'ai eu des opportunités, d'entreprendre ici. Donc, ou tout d'abord à mon compte, en accompagnement de projet. Puis, j'ai eu l'opportunité de reprendre une menuiserie artisanale, avec d'autres associés et on a fait ça en SCOP, donc en société coopérative ouvrière de production. Et c'est vrai que du coup, il y avait tout un aspect, moi, c'est l'aspect, amorçage des projets, démarrage. Quand c'est complètement le chaos, que j'aime bien arriver avec, l'idée que j'ai été formé en tant qu'ingénieur pour avoir des outils qui aident au projet à émerger. Parce que l'entrepreneuriat et l'ingénieur, pour moi, c'est, comment on modèle le réel à l'image de ce qu'on a envie, des valeurs et des intentions profondes qui nous donc c'est quelque chose, en fait, qui me porte, vraiment et qui, m'amène, voilà, sur à chaque fois des aventures, souvent de création. Quand là, après l'entreprise que j'ai créée en menuiserie, je suis resté 8 ans et c'était trop. Moi, je sais qu'il y a 3 ans, 4 ans pendant lesquels je suis vraiment très impliqué, très actif. Après, quand ça devient de la gestion au long cours, c'est plus compliqué. C'est moins ma partie. OK. Et donc maintenant, c'est quoi ton actualité, professionnelle, si on peut dire? Alors, j'ai eu, donc après ces 8 ans comme, gérant, et conducteur de chantier sur la menuiserie, artisanale, j'ai pris 2 ans, sabbatiques, on va dire 2 années pour faire la maison dans laquelle, voilà, je suis aujourd'hui. Je l'ai fait, depuis les plans jusqu'à, quasiment, enfin, l'intégralité. Je me suis fait aider au minimum, et je voulais, aussi être, tu sais, la synthèse entre, la tête et les mains. Heu Ouais. je trouvais ça hyper important et hyper satisfaisant. Tu vois, je vois tellement en fait d'ingénieurs qui dire: «Ouais, ben, on m'a rempli la tête et maintenant, je vais faire boulanger», tu vois? Et à un moment, tu te dis: «Waouh, c'est quoi le truc?» Et en fait, on a besoin, je pense, tout un chacun de cet équilibre, tu vois? De pas être juste des grosses tronches, et puis, de pas savoir, avoir de j'ai aussi eu un arrière-grand-père qui était ébéniste. C'était, le petit amorçage, comment dire? Le trigger point de ma vie. J'ai fait un CAP d'ébéniste quand j'étais plus jeune, puis je m'en étais jamais servi, tu vois? Je l'avais fait en parallèle du bac, c'était un truc, qui était presque comme, mais j'étais aussi fier, c'était drôle d'avoir mon bac que d'avoir mon CAP d'ébéniste. Mes parents, ils m'avaient découragé, ils m'avaient dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es brillant, tu vas dans une voie générale scientifique. Qu'est-ce que tu vas aller faire un CAP en parallèle?» Ils voyaient même pas l'intérêt, quoi, et ils m'avaient dit: «En plus, tu vas faire tes stages sur toutes tes vacances. Donc là, seconde, première terminale, tu auras pas de vacances, tu vas être en train de faire». Moi, j'avais dit: «Ouais, mais ouais, ça me parle, quoi. C'est un truc, c'est en hommage à mon arrière-grand-père que j'ai pas connu, why not?» Et je me suis rendu compte en faisant ma maison aussi que, tu vois, j'avais ce syndrome de l'imposteur quand j'étais dans la menuiserie parce que, j'avais pas suffisamment travaillé de mes mains et du coup, je me considérais moi-même comme pas forcément capable de faire ça. Et Mmh. là, donc c'est ma maison, c'était 2020-2022, à cheval sur voilà, 2 ans sur ces années-là, et je me suis rendu compte que si, j'en étais capable.
et j'étais même super content de le faire. Par contre, j'ai vu que c'était pas un truc que je pouvais faire. Je suis quelqu'un du collectif, moi. Je suis quelqu'un qui croit vraiment en fait au pouvoir de l'action collective. Et là, j'étais quand même beaucoup seul. C'était un peu une sorte d'ascétisme, de dire ouais, je fais ma maison, tout ça. Bon, c'était pas la période Covid, Ouais. donc T'avais pas trop le choix. C'était ouais, c'était pile poil bien taillé pour que ouais. je sois pas aussi embêté par. Voilà, j'avais acheté mes matériaux avant qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement ou d'inflation sur les matériaux, donc nickel. On a eu le terrain et le gros œuvre qui était fait. Enfin, les fondations étaient faites par un maçon. Et après, au-dessus, en fait, c'est moi avec un charpentier qui avons tout fait sur le gros œuvre. Et puis, ça a été une expérience aussi ouais, de réalisation de moi-même et de mes capacités à faire, quoi. Et c'était assez, comment dire, une sorte de réunification intérieure entre mes parts, tu vois? Aussi, je pense, on a une part féminine qui est en train de rêver à des choses et une part masculine qui est dans l'action et je trouvais que c'était assez beau de voir que j'étais capable de réunir ces 2 parts de moi, j'ai rêvé avec ma femme, on a fait les plans et puis après, bah, on rentre dans l'action et le corps est tu vois, il est vachement sollicité, tu vois? Il y a des fois, j'étais courbaturé, j'en pouvais plus, mais j'ai essayé aussi avec mon intelligence d'utiliser les techniques qui étaient les moins coûteuses en énergie humaine, tu vois? J'avais déjà vu dans les chantiers participatifs ce que ça pouvait être quand tu prends certaines techniques. J'ai dit: «Non, non, j'évite les techniques trop gourmandes en main-d'œuvre et je veux pas faire un chantier participatif chez moi». J'ai demandé à quelques copains d'aider, mais globalement, j'ai fait la majorité seul. Donc je voulais des techniques qui m'usent pas non plus. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est quoi le sentiment? Ça, j'ai toujours moi, c'est un peu un rêve, mais je sens que j'irai pas jusqu'au bout de ce truc-là. Je crois pas que je serais capable maintenant de faire ça. Heu, D'essayer de construire sa propre maison, avec une tradition, j'entends derrière ton message qu'il y a quand même une envie de faire un truc, écologique, enfin, respectueux de la nature, de la planète, avec des matériaux nobles, et cetera. C'est quoi le sentiment de vivre dans ta maison? Enfin, il y a quelque chose qui fait que quand tu rentres chez toi, tu te dis: «Ah ouais, il y a une espèce de fierté ou quelque chose», ou maintenant c'est devenu banal et tu y penses même pas? Je pense que de plus en plus, c'est intégré, mais la chance que j'ai, c'est d'avoir, du coup, conduit ce chantier donc du hameau des Buis, d'avoir vu aussi les techniques et certaines galères, hein, quand tu commences à faire des terre-pailles, des choses qui demandent de la main-d'œuvre, des bras et tout ça. Et moi, j'ai voulu, en fait, prendre le meilleur de ce monde-là, de la construction écologique, mais pas trop m'embêter non plus. Donc toute l'ossature, la structure, je l'ai commandée préfabriquée à une entreprise qui est près d'Annecy, je crois, qui s'appelle Blocky Wood et dont l'idée était de rendre l'habitat bois, enfin la maison ossature bois, démocratique, modulaire, assez simple à monter pour qu'un maçon puisse le faire éventuellement. Donc je leur ai envoyé les plans, ils les ont décortiqués, ils m'ont envoyé une maison en Lego, en kit, qu'on a pu monter avec une grue et 2 personnes. C'était des éléments de mur qui sont manuportables. Donc, ce qui fait que moins de 50 kilos, à deux, on le relève. C'est les caissons bois en OSB avec remplis avec de la fibre de bois, donc très isolé. Donc, j'ai une maison qui est très isolée et après, j'ai des parements qui sont en fermacelle, qui est une sorte de placo un peu plus dur sur lesquels j'ai fait des enduits-terre. Ce que tu vois derrière moi, c'est des enduits-terre. Mais des enduits terre fins, parce que dans les enduits terre, on peut aussi faire des enduits terre, épais, mais à ce moment-là, il faut des machines pour envoyer ça ou alors des bras pour aller, moi, j'ai fait des enduits terre qui font moins d'un centimètre, qui sont juste des parements jolis, et qui ont aussi cette chaleur, cette qualité au niveau des pièces. Donc dès que je rentre dans ma maison, il y a du bois aussi qui est apparent. Tu vois le plafond là, ça c'est une dalle en bois massif. Ça veut dire que entre les étages, en fait, j'ai mis ça qui est un plancher structurel, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des dalles qui faisaient la largeur de la maison, 7,50 m sur à peu près 80 centimètres de large, donc des dalles qui devaient bien peser 300 kilos pièce. Et ça, on les a mis à la grue. Tout le plafond là sur 80 mètres carrés, on les a posés en 4 heures. Ah ouais. Posés, fixés. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été une vitesse. Même les voisins, ils sont venus me dire que ils s'attendaient à ce que je construise, mais comme la maison elle est sortie de terre en 2 semaines, le gros œuvre, ils étaient choqués en fait. Ils ont dit en fait, ça fait nous faire un truc quoi. Il y a un nouveau truc qui est comme un champignon qui est né et ça les a un peu
ouais, ils ont eu besoin en fait d'un petit temps d'adaptation et ils ont eu la gentillesse de venir nous le dire, quoi, de dire waouh, ça nous a impacté le fait que la maison pousse Mmh. d'un seul coup. Et en tout cas, moi, j'ai le sentiment aussi de fierté, mais c'est pas ça qui prédomine, c'est le fait d'être content d'avoir mis ma famille dans une maison dont je suis fier, qu'elle, dans le sens, j'ai essayé d'utiliser tu le vois pas là, mais tout le bardage extérieur, c'est, du Douglas et j'ai fait travailler, un ami qui est scieur, qui était scieur mobile, que j'avais rencontré justement au hameau début, qui s'appelle Michel Chastanier, que j'interviewerai, je pense, prochainement dans une de mes podcasts, donc sur Escale en Ardèche, puisque, j'ai un podcast également, tu l'as évoqué. Et je trouve que c'est, quelqu'un au grand cœur. C'est vraiment un Ardéchois de souche et avec qui j'ai vraiment une relation, tu sais, très, respectueuse et c'était dans les 2 sens, tu vois? Il m'a apprécié et moi aussi. Lui, il avait tu vois, le savoir-faire du scieur mobile. C'est-à-dire qu'en fait, il était capable d'arriver sur un endroit, il y a un tas de bois avec, tu sais, des grosses billes de bois qui font, 10 mètres de long et il dépliait son banc de sciage et hop, c'est parti. On lui donnait un liste de débit, «Nous, on veut construire ça et tiens, il faut que tu nous scies ça» et allez, il prenait ça comme dans de la ma c'était sa matière première, des gros billots de bois, il les débitait et puis c'était parti et moi, j'ai trouvé que c'était tellement beau, cette capacité, tu vois, de transformer, la forêt. Alors on prélevait du bois sur des forêts durablement gérées et ça, on pourra en parler. Je trouve ça vraiment intéressant aussi l'approche qu'il y a en Suisse du jardinage de la forêt. Ça me touche en fait, le fait que l'être humain est aussi capable de jardiner sur du long terme. Tu vois, c'est Ouais. pas jar le jardin potager, c'est annuel ou, avec, il y a aussi maintenant le concept de forêt fruitière, ça c'est sur, quelques années que ça se met en place. Mais il y a aussi les forestiers en Suisse notamment en France ça existe aussi, mais c'est pas la culture dominante, qui ont cette culture du jardinage. C'est-à-dire qu'on va aller prélever un arbre quand il est mature, parce que c'est du beau bois qu'on peut l'utiliser pour telle charpente. Et ça, Michel, lui, il l'avait, quoi. Savoir sélectionner les troncs. Je trouve ça une beauté, ça, en fait, de prendre cette matière première et de dire on va bâtir avec. Je trouve que c'est, tu vois, moi, ça me connectait aux bâtisseurs de cathédrales. Tu vois, les mecs qui avaient, comme pour Notre-Dame, là, qui a brûlé et ils se sont dit, ah, ça n'existe plus, la chaîne assez gros pour faire la charpente. Bah si, ça existe. Et le savoir-faire, il est encore là. Et je trouve que ça m'avait connecté, si tu veux, à ça. Mmh. Et, voilà, donc dans ma maison, j'ai fait appel à lui pour tout ce qui est bardage. Tous les planchers à l'étage, c'est du peuplier. Parce que lui m'a dit, écoute Rémi, le peuplier, c'est un bois qui est clair. Il est tendre, certes, mais c'est des étages, tu montes pas forcément avec les chaussures. Donc il y a des produits qui sont comme ça, des produits industriels comme la dalle, les murs. Et puis il y a des choses qui sont plus artisanales, comme les bardages, les parements, où j'ai fait travailler des artisans locaux au maximum, avec des bois locaux aussi. OK. Et bon, on va finir sur la thématique de la maison, mais du coup, ça t'a donné parce que finalement, tu as créé un concept pour toi, plus ou moins. Tu un mélange heu, tu tu dis de mon savoir-faire, des choses pratiques. J'ai pris un peu de l'industrie, mais j'ai pris aussi beaucoup de local. Est-ce que ça t'a donné l'idée de créer quelque chose de enfin, est-ce que c'est un concept que tu penses que tu pourrais, heu, exporter ou être une base de d'entrepreneuriat en fait? Ou de je sais pas. C'est une bonne question. J'ai pas fini de répondre à ta question sur ce que je faisais actuellement, hein, donc j'ai embrayé sur autre chose. J'ai repris une petite activité en menuiserie agencement parce que j'avais les savoir-faire, les clients et que la demande était là. C'est pas le truc Ça ce qui est au t'alimente pas. centre de ouais, c'est pas au centre de mon ikigai, je le sens bien. Par contre, ça me permet de mettre du pain sur la table, tout simplement. OK. Et la partie, maison complète, ça m'attire, mais en même temps, c'est d'autres contraintes que je connais. Hem et pour l'instant, j'attends peut-être les bonnes rencontres, les opportunités pour franchir le pas parce que dès que tu dois avoir, tu vois, des décennales pour, bâtir et cetera. Parce que moi, je suis quelqu'un, tu vois, avec mon côté ingénieur, il y a le côté où j'aime que ce soit carré et qu'il y ait pas de mauvaises surprises ni pour moi, ni pour mes clients. Donc je borde à fond. Du coup, maintenant que j'ai fait ma maison, je sais que enfin, ce que j'ai fait, c'est nickel. Je pourrais l'utiliser. Je suis formé à ces techniques-là,
Mais par exemple, j'ai fait le montage de la maison avec un charpentier qui lui-même avait une décennale. Moi-même, je l'avais pas souscrit parce que faut savoir que pour être assurable, il faut quand même montrer patte blanche. Il faut dire, voilà, moi, je sais construire. Ça c'est pas donné à tout le monde. Et cette expérience dans la charpente ou dans la couverture, je l'ai pas forcément moi. Donc, je trouve que c'est les opportunités des bonnes rencontres. Euh, et après, il y a le côté de savoir vendre une maison. Euh, Peut-être que ça se fera et peut-être que je me rapprocherai aussi d'une entreprise existante qui a envie d'évoluer vers ces techniques-là. Tout est ouvert. Moi, j'exclus rien. Et l'autre part de mon activité que j'aimerais développer, c'est tout ce qui est formation, usage aussi de l'intelligence collective à travers des outils comme les fresques. Je me suis formé à la fresque du facteur humain. Là, il y a l'expérience qu'on a fait ensemble qui s'appelle The Week, que je trouve intéressante. Après, je ne la connecte pas directement à mon activité professionnelle, mais pourquoi pas être une amorce aussi de mon écosystème pour dire, voilà, je trouve que les prises de conscience liées au climat ont, peuvent mettre en mouvement sur des thématiques comme l'éco-construction. Why not? Voilà. Mhm. C'est bien. C'est bien de ne pas avoir toutes les réponses maintenant aussi. Ouais, je reste ouvert aux opportunités, hein. C'est Ça. les opportunités et les synchronicités, on en a pas mal parlé, mais c'est qu'à un moment, il y a des choses, des rencontres, des choses qui te tombent dessus et tu sens que ça vibre pour toi. On dit, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment, et je pense on a besoin d'être porté par notre enthousiasme. Ma venue en Ardèche, elle est liée à ça et j'ai l'impression qu'en ce moment, tu vois, toutes les antennes dehors pour capter ce qui me fait le plus vibrer et ce qui va permettre de ce tuilage entre ce moment où je suis en train de faire un boulot pas alimentaire, mais qui est quand même pas non plus hyper épanouissant pour qui je suis, et la liaison avec quelque chose, un futur qui est en train de se dessiner. Je suis pas hyper pressé. Il y a un côté aussi tranquille en moi. Je suis pas aux abois. Je sais que euh, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, je reste le cœur ouvert et puis je les antenne comme ça. Non, mais alors, après, c'est juste que, parce on peut faire le lien avec, tu as parlé de l'ikigai, euh, puisque c'est un sujet pour lequel j'ai beaucoup d'affection et de passion. C'est pas, enfin, c'est pas un truc qu'on fait en claquant des doigts, hein, donc ça prend du temps. Merci de faire de la pub pour moi. Je fais de la promotion là. Je fais du Si placement de jamais produits là hein, sur. Rémi a acheté un livre écrit par un mec absolument génial, que je vous recommande Ah, beaucoup, qui s'appelle Christophe Rousseau. ouais, Euh, euh, Christophe. donc, si vous avez envie de découvrir votre ikigai en vous amusant, en jouant par le jeu, mais en étant très sérieux, voilà. Top comme Rémi. Ben, Il suffit d'aller sur voilà, Amazon. ça c'est une des pistes que je trouve hyper intéressante. Merci en tout cas à toi d'avoir écrit ce bouquin sous la forme du jeu dont on est le héros. Parce que moi, ça me touche particulièrement. Tu vois, j'ai 44 ans. Je suis né à ce moment. J'avais 11-12 ans quand ça s'est démocratisé en France, le jeu de rôle. On était passionnés. Je me souviens à cette époque-là, on créait des personnages. On Ouais. était des fondus avec mes collègues il y en avait qui étaient plus grands aussi. Il y avait un côté comme ça, intergénérationnel. Je t'ai perdu 2 secondes, excuse-moi. Il y avait un côté intergénérationnel, donc ouais, avec des plus grands qui nous disaient, enfin qui nous faisaient maître du jeu. Et j'ai un très très bon souvenir de cette époque-là. Et pendant longtemps, j'ai pas su en fait comment connecter cette envie, ce moi très enfantin joueur avec la vie. Et tu vois, j'ai l'impression entre la trentaine et la quarantaine d'avoir reconnecté le fait que la vie est un jeu. Et notamment, tu vois, c'est par des trucs assez profonds, hein, tu vois, de gens qui ont fait des expériences ou de sortie de corps ou de mort imminente et qui disent en fait à des moments tu es capable de survoler ton corps. C'est des expériences que les gens rapportent en disant et je me suis dit mais en fait c'est comme si on était dans un personnage en fait. On est dans un corps, mais on est aussi à certains niveaux, la conscience, elle n'est pas que localisée et dans le cerveau. Et quand les gens se voient depuis le dessus de la pièce, quand ils sont opérés du cœur et qu'ils font un arrêt cardiaque, ben, d'un seul coup, tu deviens en fait le personnage dans lequel tu vas re-rentrer quand on va te ramener, quoi. Et j'ai trouvé ça assez fantastique qu'on en soit aux prémices de la découverte de ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. On est dans un sorte de grand jeu vidéo. La réalité, c'est
C'est juste notre conscience qui nous amène à vivre cette expérience. Et des témoignages comme ça m'ont fait comprendre que bah, il y a peut-être des niveaux de compréhension que je n'ai pas quand je nais dans ce monde, mais que je redécouvre. Et il y en a qui, c'est drôle aussi, il y a des histoires dans les, euh, dans les bouquins qui parlent de ça, d'enfants qui se souviennent des précédentes incarnations. Ils sont capables de te dire, ah mais Ouais. moi j'ai été, même tout petit, hein, des gamins qui ont 4, 5 ans, dès qu'ils commencent à avoir la parole, ils te racontent la précédente vie dont ils se souviennent. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des journalistes qui ont enquêté, qui ont trouvé qu'effectivement, tout ce que le gamin disait était recoupable de manière journalistique, scientifique. Ben oui, effectivement, tu as été, tu as vécu dans un autre pays et tout. Enfin, et je trouve ça assez fascinant de dire que, tu sais, c'est un peu comme même joueur joue encore. Et tu vois, c'est un truc comme ça, c'est game over. Ben ouais, game over, mais j'ai besoin de refaire un voyage sur Terre avec un autre corps et tout. Enfin, je trouve ça complètement fascinant. Moi, ça m'émerveille, ça. Alors, bon, là, on est parti loin, pour être très honnête, Ouais. mais oui, on reviendra sur l'ikigai après, mais moi, je suis assez convaincu que le véritable soi n'est que le pilote de la machine corporelle, là, et qu'il est pas forcément localisé là où on croit, probablement, et que, en plus, il est connecté à plein d'autres choses. Donc oui, alors c'est un jeu qui peut être parfois cruel, hein, on est d'accord, hein, mais ça reste un jeu, finalement, ce n'est que ça, la vie. Donc évidemment, ça fait relativiser par rapport à nos grands, nos grands hommes, mais pas grands dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des gens comme Poutine et d'autres enfin, qui ont que des envies de choses qu'on ne comprend pas bien comme pour un être humain normal finalement. Donc là, on se dit qu'il y a des gens qui sont habités quand même de manière différente que nous, que n'importe quel commun des mortels. Donc on n'en est pas encore à ce que tout le monde comprenne euh, l'impact de ce qu'il fait, ou en tout cas pas de manière simple. Mais moi, je crois volontiers à cette histoire de jeux vidéo, de la matrice. Après, ça m'empêche pas d'être complètement rationnel et très terrien, hein, donc et je pense qu'il faut pas, il faut garder les deux. Et pour en revenir à l'ikigai, ou en tout cas au livre et au concept du jeu, moi, c'est vraiment euh, la façon. Alors, j'ai découvert alors, le jouer quand j'étais enfant. Évidemment, je suis un peu plus âgé que toi, donc moi j'avais ces 10 ans d'avance, donc en effet, il y avait les jeux de rôle, hein. C'était quand même quelque chose, mais moi j'ai eu les premiers ordis, j'avais un Mmh. Commodore 64, les premiers ordis où on pouvait programmer des jeux, donc c'était un truc de fou à l'époque. Et j'aime bien l'idée que on découvre des choses en s'amusant, enfin en s'amusant, et c'est pas négatif de dire ça, c'est pas être léger, c'est juste c'est plus simple quand même, on te rend compte dans le monde professionnel en particulier, que quand on fait des ateliers, quand on fait pratiquer, quand on fait jouer les gens des rôles, les gens intègrent plus facilement. Mmh. Et ça, c'est quand même une façon de former qui marche bien mieux que l'académique, on va dire, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est d'ailleurs, enfin, ça, je crois même que c'est prouvé par les sciences cognitives, hein, que les enfants sont plus réceptifs quand ils sont dans l'attention du jeu, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on est en train de, bah, voilà, de leur enseigner quelque chose, parce que et et, et ces pédagogies, qu'elles soient pour les enfants ou pour les adultes, hein. Pour moi, en fait, je cherche aussi comment le serious game, hein, c'est le truc, le jeu Ouais. d'entreprise, peut être un levier justement pour réengager sur, bah, les questions, d'impact écologique de mon entreprise. Parce que souvent, l'écologie, même pour moi, hein, elle est vue comme, étant quelque chose de sérieux dans le sens, et du coup, dans le sens un peu chiant, tu vois? Un truc, quoi, qu'est-ce qu'ils vont encore, tu vois? Il y a un côté comme ça où même moi, je me suis surpris à me dire: «Ah mais en fait, si c'est ça l'écologie, c'est bon quoi, j'arrête». Et alors que j'ai envie qu'il y ait un côté aventure, stimulante, et pas, «Ah, il faut le faire parce que machin». Tu vois? Ça, c'est un truc, à un moment, ça saoule tout le monde, quoi. Donc, C'est ça. comment tu réengages, vraiment une dynamique humaine, passionnante comme une aventure? Tu vois? C'est comme dire, aller sur, tu vois, aller sur Mars. Moi, j'ai vu un reportage comme ça où bah, tu vois, c'est un peu le trip de certains films, relayés par des milliardaires comme Elon Musk, qui voient ça comme en disant: «Ah, sur Terre, c'est foutu, donc il faut aller d'urgence coloniser d'autres planètes et les terraformer, et on en a les capacités, les compétences et
Il suffit d'en avoir la volonté politique, privée ou publique, hein, et on y va. Et d'un seul coup, tu fais: «Ouais, mais attendez, là, sur terre, c'est pas plié le match quand même». Et du coup, c'est bizarre, ça va, tu vois, ça va attirer toute la jeunesse qui rêve de quelque chose, alors qu'en fait, le rêve, il faut juste le transposer à et là, j'ai envie de te parler de quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, je l'ai évoqué avec toi, à la fin de The Week, c'est le truc de dire, la communication avec, la nature, la connexion profonde avec, le vivant, sur terre, on n'en est pas au premier balbutiement, alors que pour moi, c'est une science qui est, un peu plus subtile que celle et qui a besoin d'être corroborée par aussi de la science, dure, hein, mais qui pour moi est, aux prémices. C'est un peu comme on voit dans Avatar, pour moi, il y a un truc et c'est drôle parce que, je sens que, c'est une évolution, tu vois, la step d'après pour l'être humain. Je suis sûr qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec des super pouvoirs, quoi. C'est comme dans Marvel, quoi. Il y en a qui vont avoir ces compétences, ces capacités de se connecter aux animaux, et je suis en train de documenter là-dessus parce que pour l'instant, pour moi, c'est un peu de la science-fiction, mais je me rends compte que il y a quelques pionniers qui sont âgés, qui ont ces capacités-là. Il y a aussi le fait qu'il y a une formation, tu vois, tu parlais du druidisme. Il y a un certain nombre de savoir-faire ancestraux qui ne se sont pas transmis. Il y a Hildegarde de Bingen, tu vois, qui est connue, qui était une sainte au XIIe siècle, qui avait Ouais. ces pouvoirs, ces connexions, à qui il arrivait des recettes qui sont encore utilisées aujourd'hui pour de la phytothérapie. Des trucs, tu te dis, mais ça vient d'où? Et pour moi, c'est une capacité que l'être humain a de se connecter à, comme à un sorte de web où il y a énormément d'informations, mais qui est stocké dans, l'intelligence de la nature, et dans, peut-être dans l'ADN des plantes et des animaux, mais sans qu'on en ait le côté, tu vois, dans le chamanisme aussi, tu as ça, en Amérique du Sud, ils prennent de l'ayahuasca pour se connecter. Ils disent, eux, c'est leur connexion web et ils ont un autre truc qui est intéressant, c'est que ça leur permet de faire comment on appelle ça? Des soins ou des trucs pour la tribu entière. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir, quand il y a un problème de quelqu'un dans la tribu, le fait qu'il y ait une séance collective, ça va permettre d'aider cette personne à régler son problème. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que nous, on est passé dans un individualisme. On a l'impression que c'est notre goutte d'eau qui, va contribuer à et on a perdu cet aspect un peu collectif de réponse au problème qui est, dans les sociétés traditionnelles, tu as pas, quelqu'un qui a un problème tout seul. Il fait partie de la communauté. Donc si lui, il a un problème, s'il est touché par une maladie ou par, de la santé mentale ou quoi, ça impacte tout le reste de la communauté. Et ça, on l'a perdu de vue parce qu'on est un peu dans notre individualisme, alors qu'en fait, tu vois, dans ta famille, quand tu as quelqu'un qui va pas bien, tu peux pas être, vraiment bien. Tu penses à lui, tu lui envoies du soutien ou quoi. Enfin, donc je trouve que tu une vraie justesse. Moi, ça me parle à quelque chose, à un endroit de chez moi, je sais pas pour toi? Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Il y a, cette notion de web, ouais, ouais, de conscience collective ou inconscience collective ou, bon, il y a toutes ces théories, de certains, bon, Guillemot en 1er, mais et d'autres, hein, qui considèrent que, enfin, on sait que la matière, elle est constituée de vide et que dans ce vide, il y a des informations et que donc cette information, elle est, on peut y accéder d'une manière, alors par plein de moyens différents, les chamans d'une manière, les druides d'une autre, d'autres personnes, les médiums, enfin voilà. Il y a plein de Mmh, façons d'accéder probablement à ces informations au niveau quantique. Et puis on sait qu'au niveau quantique, le temps n'est pas le même, mmh, il n'est pas linéaire, il y a pas le passé, le présent et le futur sont confondus. Tous les futurs possibles existent, tous les passés existent toujours. Donc on a toute cette capacité, on a toute cette capacité en théorie de connexion que probablement nos ancêtres, savaient de manière intuitive, d'où, les chamans, les druides et cetera, qui ont développé ces choses-là sans comprendre comment ça fonctionne finalement. Nous, on essaye de comprendre comment ça fonctionne d'une mmh, manière scientifique parce qu'on est des ingénieurs, puis qu'on a besoin de comprendre mmh. et puis qu'on commence à comprendre, c'est ça qui est bien. Et donc, j'aime bien l'idée aussi de cette connexion, enfin, Avatar, dans toute sa simplicité, c'est d'une profondeur, exceptionnelle, quoi. Enfin, genre, on occulte la partie, les Américains sont, enfin, les humains sont des méchants qui viennent envahir Mmh. la planète, puis ils ont fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire tout détruire. Bon, ça, c'est très basique, c'est presque infantilisant, mais
le concept derrière de connexion entre les habitants et la planète, en fait, nous, on vit la même chose sur Terre, sauf qu'il y en a plein qui ont oublié, et puis c'est plus dans notre monde industriel et mondialisé, on sait plus tout ça. Mais ça, je trouve ça super intéressant. Et donc oui, je suis assez convaincu de cela aussi. Et puis le côté de intelligence collective. Et puis je trouve qu'on peut parler de cette expérience de The Week parce que c'est quand même un peu ça. Parce que donc juste pour résumer, je veux pas faire trop long, mais The Week, c'est un événement que nous a fait partager Rémi et qui est organisé par Frédéric Laloux et Hélène Gérin, qui sont très 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 connus. Et ils ont organisé un événement en 3 parties, sur 3 soirs, où ils diffusent un reportage et puis après il y a toute une discussion. Donc on se retrouve en petits groupes en virtuel, en Zoom, hein, puis on discute autour des sujets écologiques. Alors les sujets eux-mêmes sont plantés d'une manière très académique, c'est un peu ça la critique qu'on en a fait. Mais par contre, l'idée que en sensibilisant et en sensibilisant suffisamment de personnes à la problématique de manière quand même assez rationnelle, à un moment, on arrive à une masse critique qui fait qu'il y a ces histoires de points de bascule positives et négatives. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Qui fait que probablement que si on touche plus de 20% de la population mondiale à travers des actions comme celle-ci, on va provoquer un bouleversement climatique dans le bon sens. Oui, c'est vrai que bon, et c'est un peu le truc de la dernière chance. On voit qu'on a une sorte d'immobilisme, hein, parce que on n'est pas prêt au niveau de notre compréhension. On est limité, hein, je pense, dans notre compréhension mentale. J'ai envie de te dire, on fait partie avec nos diplômes et nos discussions de quand même de la petite marge qui se pose ces questions, qui a le luxe de se poser ces questions. Et avec The Week, c'est l'idée de aussi de faire effet masse pour que il y ait un point de bascule qui se passe sans violence et que chacun prenne la part de colibri qu'il a à faire et que ça joue dans un effet de bascule. Donc The Week, c'est une proposition, c'est une expérience immersive. Hein, en 3 soirs, on a fait 3 soirs de 2 heures, hein, 1 heure de visionnage, 1 heure de discussion. Et j'ai trouvé que ça amenait de la simplicité et de la profondeur et de la convivialité. On se connaissait pas tous. Moi, j'étais le point d'entrée parce que c'est moi qui ai envoyé l'invitation. Mais après, du coup, il y a eu des échanges riches. Et pour moi, en tout cas, l'envie de le refaire dans un autre cadre, puisque je vois dans le cadre de les gens avec qui je pratique de la méditation, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de le poser là, dans ce cadre où il n'y a pas tellement d'action. Tu vois, on est dans quelque chose qui est plutôt introspectif. Et je me suis dit: «Comment tu connectes, cette introspection avec un moment, de l'action positive, des fois Mm. qui» et dans le cadre professionnel aussi, je suis dans une scope, je me suis dit, je suis hébergé en tout cas juridiquement dans une scope, coopérative d'activité d'entrepreneur. Je me suis dit: «Ça peut toucher, allez, c'est des soirées où on doit être, 8, mais ça pourrait être de proposer qu'il y ait plusieurs groupes en même temps qui le fassent, donc 16 ou des multiples de 8 quoi» et pour voir si ça permet, parce que ce que je trouve intéressant dans The Week, c'était l'aspect aussi émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'était un peu gros, mais ils viennent choquer la sphère émotionnelle en disant: «Vos enfants en 2050, ils auront quel âge?» Tu vois? Et à un moment, ça te secoue sur, «Ah bah oui, en fait, ils auront même pas l'âge que j'ai aujourd'hui». Donc du coup, quel avenir on leur réserve si jamais on change pas d'orientation du gros paquebot que l'on a, qui est notre société, notre civilisation, qui aujourd'hui, on le sait, génère tout un tas de pollution, mais on voit pas les solutions à l'échelle globale. Donc on dit, bah, on Ouais. revient à l'échelle locale. Et là, qu'est-ce qu'on est capable, nous, toi, moi, d'enclencher? Et je trouve que du coup, ce dialogue, il est fertile quand même. Il est pas juste, Oui. on constate et après, il y a, voilà, c'est un documentaire qui est assez biais aussi, donc on faut pas non plus s'attacher trop à la forme. Mais en tout cas, je trouve que ce que ça a généré dans le groupe qu'on était, hein, je sais pas si tu es d'accord, c'est quand même des discussions d'un bon niveau et puis l'envie de faire notre part. Oui, oui, puis moi j'aime bien l'idée de ramener, non pas la responsabilité, parce que c'est très culpabilisant, et puis c'est un peu ça qu'on a tendance à faire en écologie classique, de ramener des solutions locales à chacun à son niveau, que, euh, que les solutions existent, qu'en effet, c'est pas juste un truc à faire, mais c'est une centaine de choses différentes, et que chacun peut choisir de faire des choses sans que ce soit une contrainte, en fait. Et j'aime bien l'idée de... Parce qu'on a beaucoup cette idée d'écologie contraignante où, bah ouais, faut arrêter de manger ci, il faut pas faire ça, il faut plus prendre l'avion, etc.
certes, en effet, mais euh, faisons déjà quelque chose, tu vois, chacun à son niveau. Puis après, oui, je trouve que ça a déclenché des discussions très. Alors on est tous partis un peu dans des choses très perchées, mais c'est ça qui est sympa, justement, je trouve. Parce que, évidemment, il y a pas de hasard si on s'est retrouvé dans ce groupe, alors enfin, on se connaissait tous les deux, mais les autres, moi, je connaissais juste une personne dans le groupe à côté, qui est Magali et que je salue et que j'embrasse. Euh, Elle se reconnaîtra. Magali Darnay du podcast Magali Sensiblement Darnay, Différent. Oui. voilà. Mais c'était alors j'aime bien la forme que ça a pris. Le fond a pas toujours été approprié, mais la forme était intéressante et je pense que c'est intéressant d'avoir eu cette idée de la forme. Ce qui est déjà pas mal finalement. Et, rien que ça, finalement. Et puis ces idées de point de bascule aussi sont intéressantes parce que tout le monde croit parce que nos politiques font pas ce qu'il faut, donc on va pas s'en sortir. Mais il faut arrêter de croire que c'est que les politiques qui changent le monde, hein. C'est pas les politiques qui ont fait la Révolution française, par exemple. C'est le Ouais. peuple. Et puis, tu sais, c'est un peu la phrase je pensais à, tu vois, je crois que c'est dans Candide, hein, que Voltaire, il termine en fait par ouais, cultiver son jardin, c'est déjà en fait faire de la politique. C'est un moment, c'est juste avoir conscience que nos actions, quelles qu'elles soient, ont un impact et pas se sentir au-dessus de tout. Voilà, je trouve que la manière dont on consomme déjà, d'avoir été, en tout cas par cette société et cette civilisation considérée comme un consommateur, c'est quand même déjà particulier. Ça veut dire que Mmh. tu es des baigné dans un univers où on te fait des pubs, et cetera, pour susciter tes désirs. Donc en fait, on est happé par, le besoin de consommer et parce qu'on veut paraître, parce qu'on veut, avoir ça, et cetera, et au détriment tout simplement de relations, et il y a une publication d'un chercheur, j'ai oublié le nom, mais sur une étude sur Harvard, une étude très longue qui montrait quel était ce qui rendait les gens heureux. Et la conclusion de cette étude, c'est que ce qui rend les gens heureux et ce qui agit aussi sur la longévité de leur propre vie et leur qualité de vie, c'est les relations humaines. Bah, tu vois, et on passe à côté. Comme on dit, l'isolement, ça devient le mal planétaire. C'est-à-dire, en fait, les gens sont de plus en plus isolés de leur famille, des gens qu'ils aiment. Et, euh, et en fait, ce qui le rendrait heureux, par contre, c'est de se retrouver. Donc, comment on crée du commun, comment on crée des tables de pique-nique en bas des immeubles, etc. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, pour basculer. C'est des trucs, des fois, des petites initiatives à la con, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est ça, et c'est ça que j'aime bien dans ce concept, c'est qu'on peut picorer un peu des choses, enfin des choses qui nous conviennent. On n'est pas obligé tous de euh, construire sa maison en bois, de rouler en voiture électrique, et même si évidemment ou voilà, la façon de consommer fait partie du challenge, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a en effet des liens sociaux. Moi, un concept que j'ai découvert que je trouve fantastique. Alors, je connaissais le concept de permaculture, mais là, ils ont été plus loin parce qu'ils parlaient d'agriculture régénérative. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la connexion homme, forêt, nature et animaux. C'est que l'agriculture régénérative, elle s'inspire de la vie. C'est-à-dire que quand tu vas élever tes cochons, tu vas les faire se balader dans la forêt, ça va créer, ça va avoir des impacts sur la forêt elle-même et sur la nature. Puis on voit que ces agriculteurs qui ont mis en place cette agriculture régénérative, d'un seul coup, ça foisonne Mm. d'herbes, d'arbres, de fruits, c'est un truc incroyable, quoi. Ouais, en plus, c'est super simple, en fait. C'est parce que, en fait, les concepts, ils sont connus, mais tu sais, c'est comme dans toute innovation. Tu sais, c'est en lisière. C'est quand tu frottes deux interfaces. Si tu veux, on a une agriculture aujourd'hui qui est hyper productive, mais qui se rend compte qu'on a appauvri les sols parce que justement, on a tué les vers de terre ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, tu as cette connaissance du vivant qui était, tu vois, c'est pour ça que je trouve qu'on est dans un moment charnière. C'est qu'on a aujourd'hui l'inventivité et l'expérience, et même on a un savoir-faire grâce à Internet, on a accès à l'information planétaire et C'est des ça. exemples, des bons exemples partout dans le monde. Et du coup, tu as des effets de lisière, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un truc qui est là et un truc qui est là. Et on sait au niveau des interfaces, j'allais dire des biomes, mais
comment on appelle ça, des zones où tu as une mare, par exemple, et en lisière de forêt. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un effet comme ça entre deux écosystèmes, ça y est, chercher le mot. Écosystème, ouais. Entre deux J'allais dire écosystèmes, biosphère, mais c'était pas ça non plus. voilà. Enfin, entre deux écosystèmes, tu as t'as de la richesse, de la biodiversité et des choses intéressantes parce qu'il y a la perméabilité donc c'est là où on maximise la biodiversité. C'est pour ça qu'on parle de recréer des haies bocagères, etc. Parce que du coup, ça ramène de l'habitat pour des oiseaux ou des renards. Enfin, bon, il y a tout un truc qui se passe. Et là, je trouve que c'est au niveau humain. En fait, du coup, tu as ton savoir-faire, il est là, tu le croises avec un autre et hop, d'un seul coup, tu as une innovation. Le fait qu'il y ait aussi une lisière, tu as un effet de rencontre. Tu vois, et Ouais. on parle aussi du cloisonnement des chercheurs, que chacun est dans son domaine. Et là, c'est juste, on décloisonne, on fait du transversal et d'un seul coup, mais tu as 1 milliard, voire des milliards d'idées nouvelles qui germent et qui sont juste des fois évidentes et qui sont juste le fait du décloisonnement, quoi. Donc, il n'y a pas tellement à chercher. C'est déjà là. Il faut juste favoriser ce croisement des personnes et personne n'a toute la solution. C'est pour ça que ça peut pas venir de la politique d'en haut. C'est voir notre action individuelle comme un acte politique dans le sens où je me relie avec de la convivialité. Allez, on fait une bouffe entre voisins et on partage sur les potagers et sur autre chose, quoi. Avec mes potes âgés, tu peux faire ça aussi. Partagé. Mais donc, tu vois, puis cette expérience nous a fait parler d'autres choses. On peut parler un peu de ça aussi, des synchronicités. Mhm. Je sais même plus pourquoi on a parlé de ça, en fait, mais Ouais. ça nous a amené dans la discussion du deuxième épisode, donc de celui du milieu, qui était un épisode charnière, hein, parce que le premier était vraiment catastrophiste. Tout le monde était plus bactère, vraiment, c'était Mm. terrible. Puis le deuxième, c'était un mélange de ça, puis après un peu d'espoir. Donc, et du coup, ça, je pense que ça nous a ouvert un peu les chakras, puis on est parti plutôt à des discussions beaucoup plus, enfin beaucoup moins catastrophiques du coup, et beaucoup plus spirituelles peut-être, ou plus ouvertes. Et je sais plus comment on arrive à parler de synchronicité, mais Ouais. c'était intéressant que ce sujet vienne au plein milieu de ça, alors que la Lalou, on parle pas du tout, hein, c'est pas du tout le sujet Ouais. de The Week, hein. Bah, disons que les synchronicités, on l'a évoqué, c'est souvent, enfin, on l'a évoqué parce qu'on est des lecteurs de Philippe Guillemant, qui est un C'est juste. scientifique français qui a écrit en fait sur lui son intuition et il a développé une théorie qui s'appelle la rétrocausalité ou la double causalité, c'est de dire en fait De causalité, ouais. voilà, comme le passé nous envoie des causes vers le présent, il est possible aussi qu'il y ait des éléments du futur qui envoient des causes dans le présent. Et ça, comme des cailloux du petit poucet, ce soit des synchronicités. C'est-à-dire que tu vas te demander en disant ah purée, je sais pas où tu vois, tu as une question qui se pose, tu as une intention, et d'un seul coup, tu as un élément dans ta vie qui vient répondre, mais de manière complètement improbable, à cette question que tu t'es posée. Et du coup, c'est pour toi, pour ton rationalisme, ça peut être un peu te remettre en question, être choquant. Et en fait, c'est tout simplement des éléments de toi futur qui sont en train de percoler dans le réel de ton présent et qui viennent te dire c'est OK et à toi de valider en fait si ce choix d'un futur que tu es en train d'imaginer, bah, c'est bien quelque chose que tu veux faire arriver, quoi. Et ça pose la question de ton intention et de comment tu matérialises le futur. Et ça rejoint des travaux qui sont faits par d'autres chercheurs en ethnobotanique comme Romuald Le Terrier. Il y a des livres qui s'appellent Se souvenir du futur. Moi, j'ai ce bouquin en format BD un peu illustré qu'il a écrit avec Jocelyn Morisson. Et c'est des champs de recherche actuels. C'est-à-dire qu'en fait, des journalistes et des scientifiques dans différents domaines se posent la question des synchronicités comme étant l'appel individuel et potentiellement collectif parce que euh, moi, quand je vous ai réuni ce groupe de 8 autour de The Week, pour moi, en tout cas, en tant qu'organisateur, il y a eu 2 grosses synchronicités. C'est-à-dire que Nicolas Aignan, c'est quelqu'un que je n'avais pas revu depuis 27 ans, depuis le bac, en gros, au lycée. Et au moment où je pense à lui, je me connecte à lui via LinkedIn et je m'aperçois qu'il a enregistré des podcasts. Quand je les écoute, ça me fait une claque. D'ailleurs, je vous ai transmis le lien pour que vous Ouais. écoutiez aussi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une puissance dans l'authenticité dont il parlait et que ça a fait naître pour moi des questionnements et d'autres liens. Et du coup, par exemple, Thomas qui a participé aussi, j'avais pensé à lui, mais je l'avais pas encore intégré dans ma réflexion de participer à The Week.
et je le croise, alors que je ne le croise jamais. Là, je le croise au supermarché et je lui parle de ça et il me regarde, il fait: «J'attendais cette proposition et OK, je viens». Et il embarque avec, Nathalie, sa compagne. Il me dit: «Mais je suis pas sûr parce qu'elle est pas très branchée climat, écologie et tout. Je suis pas sûr qu'elle va vouloir participer». Mais en gros, comme c'est moi qui l'ai proposé, c'était pas lui qui lui disait: «Allez, viens, machin et tout». Il lui a juste dit: «Tiens, il y a Rémi qui fait ça». Et du coup, c'est drôle comment, tu sais, c'est comme des dominos qui tarrrr et je trouve qu'il y a un effet comme ça et ça, c'est pour moi, c'est une illustration d'une manière dont les synchronicités peuvent, c'est on a un futur qu'on est en train d'appeler collectivement et c'est ça qu'on a du mal à comprendre avec notre tête. C'est qu'il y a des choses qui se passent qui sont un peu, immatérielles, invisibles, mais qu'on peut quand même constater dans notre vie de tous les jours par les rencontres et c'est ça, pour moi, qui est le plus signifiant. C'est, on est des êtres humains, on est reliés par, différents fils invisibles, hein, d'amitié, d'amour, tout ce que tu veux et à un moment, quand il y a quelque chose qui est mûr, c'est comme un fruit qui tombe de l'arbre, quoi. C'est bam et tu plus qu'à le consommer, quoi. C'est ça. C'est exact, c'est ça. Alors, oui, oui, je me rappelle le contexte maintenant et on a beaucoup, disserté, philosophie là-dessus. Je pense qu'on a dépassé largement le 1 heure de débriefing, d'ailleurs ce soir-là. Je Mmh, crois qu'on s'est couché assez tard. Mais, et puis c'était intéressant parce que, alors c'est vraiment, enfin je sais plus où on en est au niveau des synchronicités, mais je pense que je t'avais contacté, quelques jours avant pour te dire: «Ah tiens oui, Rémi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que tu veux venir sur mon podcast?» Tu dis: mmh, «Ah tiens, justement, j'ai un copain que j'ai recontacté, écoute son podcast». Et entre-temps, moi, j'enregistre un podcast sur les synchronicités. Enfin, donc, vraiment, là, on peut pas être ouais, plus dans le thème, mmh, où j'ai fait des recherches, donc sur Guimond, mais pas que. Il y a d'autres, en effet, oui, d'autres scientifiques. Puis je suis remonté un peu à l'origine des synchronicités avec Carl Jung, qui est reste mon psychanalyste et philosophe préféré de tous les temps. Et, et donc tout ça fait que ça mature, ça grouille, mmh, ça nourrit l'esprit. Et, Et, et quand les synchronicités, elles entrent dans nos vies et qu'on sait les voir, parce que moi, je pense que j'en ai eu toute ma vie, mais je les ai pas vues pendant mmh, presque 25 ans ou 30 ans, et que maintenant je les vois, euh, et que des fois, je suis encore entre, attends, ça c'est une synchronicité ou c'est encore mon mental qui est en train de m'expliquer mmh, un truc, voilà, je sais pas, mais on sent quand même que, moi, j'aime bien cette théorie, alors moi, j'aime bien les théories simples, en fait, hein. J'aime bien me dire, j'ai une intuition, mmh, et si elle est vraie, il y a un signe qui va me dire que j'ai raison, que je suis sur la bonne voie, ou pas. Et en général, c'est là qu'arrive la synchronicité. Et pour moi, c'est un truc qui marche très bien. Quand on sait l'utiliser, c'est franchement très très fort et très fantastique. Après, évidemment, les gens très rationnels et cartésiens vont me dire que ça n'existe pas, mais peu importe. alors, justement, Guillemot, c'est intéressant, c'est qu'il a mis un protocole en place pour tester, en fait, et il a des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention, permet à et c'est ça qui est intéressant en science, c'est de pouvoir valider la Oui, véracité de quelque chose en le testant, en l'expérimentant. Et je crois que dans le bouquin «Se souvenir du futur» que je suis en train de lire, ils se basent sur ce travail de Guillemot et ils vont plus loin en expliquant, en fait, comment on peut systématiser, en fait, un sorte de dialogue, en fait, entre tes intentions et les messages qui arrivent avec, des systèmes de codage aussi pour que tu puisses, voir que c'est toi-même que tu es en train de qui est en train de te parler. Donc c'est intéressant de voir comment tu peux rendre ça un peu, carré, cadré pour que finalement, toi, la claque que tu te prends, avec ta conscience, ou ton esprit cartésien, du moment, tu te dises: «Ah oui, c'est dans ce cadre-là que je reçois ces infos et c'est parce que tu vois, j'ai posé un cadre de questionnement on va dire presque scientifique, que je veux savoir ça, je veux des éléments là-dessus et comme, tu parlais de Carl Gustav Jung, mais il y a aussi, c'était qui ça? Bah, c'est Carl Gustav Jung, non, c'est qui c'est qu'il y avait en psychanalyse, quelqu'un et il y a un scarabée en fait, qui vient si, toquer à c'est la lui. fenêtre. C'est Oui, c'est lui? lui. Voilà Ouais. donc C'est sa patiente, sa patiente cette a fameuse rêvé patiente voilà, qui rêvait d'un scarabée, et puis le scarabée est arrivé dans la pièce. Et le c'est scarabée l'exemple dont moi j'en parle dans cet épisode, justement. C'est voilà. l'exemple qu'il utilise pour illustrer ça, ouais. Et donc, pour sa patiente, ça pouvait pas être rationnel qu'un scarabée aille toquer à la porte pendant qu'elle faisait la consultation sur ce sujet-là. Mais c'est tellement improbable et ça arrive que ça permet de débloquer, la situation, la Voilà, thérapie pour elle. Et donc exactement. et donc ça montre comment, pour nos vies qui peuvent être trop rationnelles, trop bloquées, un événement comme ça peut être un point d'entrée sur, comme une sorte de percée
dans notre rationalisme pour accéder à quelque chose qui n'est pas rationnel, mais qui est quand même là. Et je dirais, moi, en tant qu'ingénieur, je le vois bien, c'est qu'à des fois, on est pétrifié par le besoin de comprendre. Et du coup, toute la beauté de choses qui sont un peu moins compréhensibles nous passe au-dessus de la tête. C'est le cas de le dire. Ouais, mais éc mais ça rejoint la discussion que j'ai eue avec notre, chère amie Magali sur son podcast, où elle me demandait: «Mais, c quand tu es dans ton ikigai», je reviens là-dessus parce qu'il y a un lien, qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et je lui ai répondu: «Beh, écoute, les synchronicités sont multipliées par 100 000, enfin, c'est juste incroyable. Tu plus besoin de chercher quoi que ce soit, tout vient à toi, heu, parce que tu es aligné avec qui tu es, dans cette incarnation-là pour ceux qui y croient aux vies antérieures, mais en tout cas dans cette vie-là, moi je sais que si je suis Mmh. aligné avec qui je suis, notre, connaissance commune à Nicolas Egnaud va nous le dire, on est dans le flow. C'est-à-dire que tout vient naturellement, les rencontres, les projets. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est: «Je suis dans l'attente en ce moment de quelque chose qui va arriver». Bah, parce que tu es en train de t'aligner avec toi-même et puis le bon projet va se présenter à toi au bon moment. Heu et moi, j'ai plein d'exemples dans ma vie où les choses, bien et moins bien d'ailleurs, se sont passées au moment où ça devait se passer. De toute façon, c'est une évidence et hem Mmh. c'est intéressant ces histoires de synchronicité parce que c'est pas juste un truc à la mode. C'est vraiment, outre le fait que la science commence à expliquer de manière très, très, cartésienne ce phénomène, c'est, en tout cas, moi, je trouve que dans la vie, ça c'est un outil, je sais pas si on peut appeler ça un outil, mais en tout cas, c'est un outil, fantastique, quoi. Disons que il y a des moments aussi où quand tu essaies de faire passer en force avec le mental, dire: «Ouais, je veux faire ça et tout». Moi, j'ai beaucoup ça, en fait. J'ai beaucoup eu ça où je suis opiniâtre, tu sais? Je suis un besogneux, et il y a plein de moments, en fait, presque comme si, j'avais un sorte de petit conditionnement, faut y aller en force. Et dès que je lâche cet état d'esprit, pour être plus dans le flow, et ben, j'ai des cadeaux qui arrivent, tu vois? Vraiment des belles réussites ou des choses qui n'étaient inattendues, qui me mettent vraiment en joie, et dans de la gratitude, et je me rends compte à quel point, il y a plein de moments où on est, à côté de nos pompes, tout simplement, tu vois? C'est Et tellement vrai. ouais, mais par contre, tu vois, je pense que chacun, on a un rôle à jouer aussi. Tu vois, je veux pas lancer de débat, mais je trouvais que, tu vois, quand tu dis, Poutine, et cetera, mais en fait, tout, personne sur terre a un rôle à jouer et avec son niveau de conscience, et je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il doit y avoir des choses qui sont collectivement à vivre, cool ou pas cool, mais qui doivent être, par lesquelles on doit passer, et chacun a un peu un rôle comme dans une pièce de théâtre. Et tu peux difficilement dire, il y en a qui ont pas le beau rôle. Tu vois? Il y en a qui ont pas le beau rôle, et si tu poses pas de C'est jugement vrai. là-dessus, il y a une sorte de fluidité aussi, quoi. C'est accueillir, en fait, tu vois? Parce que moi, je me suis aperçu d'un truc, hein, pour moi en tout cas, c'est que quand je cristallisais, un jugement, un truc, sur quelqu'un ou quelque chose, et bah, du coup, ça renforce ce truc-là. Ça vient comme figer le truc, et hem et c'est ni agréable pour moi, qui me dit: «Bah, du coup, bah, c'est ce jugement-là qui est tombé et qui devient comme une sorte, tu sais, une opacité, une paroi de je me crée une paroi, en fait, et du coup, j'arrive plus à contacter, une connexion, simple, et pourtant, tu vois, je peux ne pas être d'accord avec un voisin sur un sujet de voisinage, mais si je décide de ne pas me fermer complètement, de laisser la porte ouverte, tu vois, un peu, tu vois, ça peut paraître un peu gnangnan, mais non, laisser la porte ouverte au niveau du cœur, me dire: «Bon, OK, ça s'est mal passé là, mais je me sens quand même plus à l'aise, tu vois, que de me dire, «Ah lui c'est un con, de toute façon je lui parle plus». Tu vois? Il y a ce truc où moi j'essaie d'entretenir une sorte de fluidité aussi intérieure sur, le ressenti avec, les gens qui m'entourent, familiaux, voisins et cetera, pour, laisser la possibilité qu'il se passe des choses malgré, des malentendus qu'il y a pu y avoir à des moments. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Oui, alors, moi, c'est un gros travail que je fais, hein, que la notion du jugement, c'est très, très alors sujet, très, très compliqué chez moi. Hem,
Et Dieu sait si je suis quelqu'un de très ouvert et très, où j'essaye de comprendre et je je suis très, acceptant, comment dire ça? Et très empathique. Mais c'est vrai que j'ai quand même encore cette tendance, enfin on a cette tendance à, enfin moi, en tout cas je l'ai, naturelle à juger et à mettre les gens dans des cases, souvent. C'est un peu ça. Ou dans les aquariums comme dirait, notre ami Nicolas Hennion. Heu et que quand ça vient heurter mes propres valeurs et ma propre, façon de penser à l'instant T, hein, parce qu'elle évolue heureusement pour moi, ouais, ça peut être, difficile et on l'a vu, moi je l'ai vécu, de manière, très forte, au moment du covid, hein. Alors je ne veux pas refaire Mmh. l'histoire, mais on a eu quand même des différences, des choses, ça s'est cristallisé de manière très violente entre les personnes et moi je me rappelle avoir, enfin on s'est fâché avec une collègue, de travail, mais vraiment, ben, c'est fini quoi, ça a été trop loin. Ouais. Ce qui est stupide, on est d'accord, hein? Juste parce que c'était trop tranché, toi, trop, voilà. Mais alors que tout le monde avait les bonnes intentions, c'est ça le problème. Donc ouais, c'est pas le on n'en est pas sorti de ça, hein. Et probablement ce qui provoque tous les conflits, humains, sur cette planète, c'est le jugement. Bah, oui et puis, j'allais dire, tu vois, si tu reprends un peu de recul, c'est, des mécanismes des fois qui permettent en fait d'être fidèle à, moi je l'ai vu ça, fidèle à mon clan. Tu vois, genre ma Ouais. famille, ils ont une manière en fait de regarder, tel ou tel un étranger qui arrive, c'est un étranger donc tant que, et moi, je me suis vu un moment, j'étais perturbé par cette vision jugeante de quelqu'un que je connaissais pas. Genre le premier truc qui était de mettre un sorte de distance, le temps que, il y ait une acclimatation et que je sache que je peux avoir confiance. Et du coup, je me suis dit: «Mais ça me vient d'où ce truc-là?» Et ça m'a été révélé à un moment par un truc que j'ai fait et c'était que j'étais fidèle à mon clan. C'est-à-dire qu'en fait, ma famille, elle m'avait transmis ça qui permet en fait de protéger l'entité ou l'ego familial qui est en fait une zone de sécurité. Et puis toi, tu arrives et puis il y a quelqu'un qui rentre dans cette zone-là, et bah, du coup, tu reproduis un schéma. Tu sais, comme pour un virus ou quoi, un truc, ton Ouais, corps, si. il réagit, il envoie des anticorps, machin. Et les jugements, pour moi, c'est juste ça. C'est le fait que, au lieu d'être au neutre, tu es déjà polarisé sur disant j'ai mes anticorps de jugement qui sont là, qui vont être. Et ça, ce qui est drôle, c'est que ça peut se produire au niveau individuel, au niveau clan, au Ouais. niveau communauté, au niveau État, au niveau et donc du coup, à chaque fois, tu reportes ces mécanismes d'autodéfense ou d'ego à, aux guerres entre nations et je trouve que c'est si tu le regardes comme ça, tu dis: «Ah, c'est juste en fait, des mécanismes de défense qui se mettent en place». Tu vois, les Russes actuellement, ils se défendent contre, ils se sont sentis agressés par, l'OTAN ou je sais pas quoi, bah, du coup, ils réagissent comme ça en tapant sur les Ukrainiens, c'est leurs frères. Tu sais, c'est il y a des familles qui sont, des 2 côtés de la Mmh. c'est et c'est un truc, tu te dis: «Mais dans le quand est-ce que ça se passe ça?» Et ben, en fait, tu as des pour un individu, tu as des maladies auto-immunes. Tu as des trucs, à des moments, c'est tes globules blancs qui sont en train de te bouffer parce que tu as le même genre de problème, au niveau, individuel. Donc c'est drôle, de voir comment la frontière entre ce qui est exogène et comment mon corps réagit, et ça se reproduit à différentes échelles. Enfin, en tout cas, c'est ma constatation. J'ai lu personne là-dessus, c'est mon impression personnelle et que je te partage. Ouais, mais je suis assez, c'est intéressant, très intéressant. Parce on l'est tous dans le jugement, et j'aime bien cette idée de, le jugement par rapport à ta propre personne, à ta construction personnelle, hein. Puis après la construction de ton clan, éventuellement de ta communauté, de ton pays et c'est vrai, on a hérité enfin je veux dire, en tant que Français, on a hérité d'un certain nombre de choses, hein, entre la Révolution française et notre côté, râleur et bah, c'est génétiquement, épigénétiquement, intégré en nous. Mais en tant que mâle blanc, on a aussi, Mmh. cet héritage, mmh, homme et blanc, clairement, hein. Après nous, on a notre héritage d'ingénieur, on a notre héritage de alors moi, je viens de la campagne, De barbu? de barbu, donc tout ça fait une espèce de mélange et ce qui fait qu'on porte en effet en permanence des jugements sur les autres, mais par rapport à nos filtres à nous, quoi, donc et des fois, je me rends compte, je me dis: «Mais nom de Dieu, que t'es con, mais en fait, c'est plus fort que toi, quoi». Et vraiment, faut juste l'accepter et se dire: «Ah bon, OK, je suis en train de porter Non, un mais voilà. jugement là».
Ouais, et je pense que c'est là où il faut être doux, en fait. C'est qu'à un moment, ça fait partie de notre construction et elle nous a portés jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Ça nous a Et permis de vivre jusqu'à maintenant, donc ouais, et donc elle du est pas coup, néfaste. ouais, puis tu vois, le clan, il t'aide aussi à te construire dans les premières années. Le truc, c'est que des fois, c'est comme la fidélité, enfin, ou la, tu vois, la loyauté envers les parents, et cetera. Des fois, tu as le parent, il est décédé même, et où il est même Mmh. plus là, et tu continues à avoir le même fonctionnement comme si tu étais dans cette relation, parent-enfant. C'est-à-dire qu'à un moment, quand est-ce que tu t'autorises, avec bienveillance, à passer à un autre mode de réflexion adulte et dans lequel tu dis: «OK, ces jugements m'ont servi à me construire, à ceci, cela et aujourd'hui, ils ne me servent plus. Je suis prêt à, les» comme si tu baissais la garde et tu déposais les armes intérieurement et je trouve que c'est assez beau comme, mais ça peut être un processus un peu de guérison, tu vois? C'est un truc un peu, intérieur de dire, «Est-ce que je suis prêt? OK, j'accepte. Est-ce que pour cette fois, je» et tu le testes une fois, tu vois? J'essaye cette fois-ci de pas avoir de jugement préconçu quand je rencontre une personne, de l'étiqueter ou quoi. Et en fait, tu regardes si ça te fait du bien ou pas. Si ça te fait du bien, tu dis: «Ah putain, mais en fait, là, du coup, je suis en train d'accéder à quelque chose en moi qui me rend plus joyeux». Tu vois? Et tu dis: «Bah, moi, j'ai» ça dépend ce que tu recherches, hein, mais il y en a, ils préfèrent être râleurs que joyeux. Mais du coup, si tu sens que d'être joyeux, ça te parle, et ben, tu vois, c'est une voie à creuser, c'est tout. Ouais, c'est totalement vrai, mais comme tu dis, je cherche aussi, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. Va falloir qu'on creuse le concept, hein, peut-être on va sortir. Ça va me donner une idée d'un nouveau livre. Ouais, tu sais, il y a The Week sur les traumas qui est en Ah germination, oui, c'est vrai, je me réjouis chez de voir ça. Nicolas, Nicolas Aignan. Agneau, ouais. Donc on va voir si on le sort pas Ça va ensemble peut-être. ça risque d'être sympathique. Je pense que je vais le recevoir aussi, pour avoir des discussions bien intéressantes et bien profondes. Mmh. Hem, bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'on Le temps pourrait passe bon, on n'a vite. pas vu le temps passer. On n'a pas parlé de ton podcast, Bah, écoute, Escale en Ardèche. ouais. Raconte, c'est quoi l'idée? C'est quoi le concept? C'est quoi l'aventure? Bah, moi l'aventure, c'est justement de partager un peu, ce dont j'ai parlé, c'était des rencontres, beaucoup. Et je trouve que moi-même, je suis pas très intéressant. Je me trouve, tu vois, je suis un peu dans le jugement moi-même en me disant: «Ouais Rémi, qu'est-ce que tu as à transmettre?» Puis je me rends compte qu'en fait, à travers le prisme, de la lentille de mes rencontres, des rencontres que j'ai fait, de personnes, et ben, c'est toutes les facettes. Moi, je me rends compte que je suis un curieux, j'aime découvrir et j'aime le partager. Et donc c'est vraiment vers là où j'ai envie d'aller, c'est de mettre en lumière, des personnes, des projets, qui m'ont ou des lieux, qui m'inspirent et d'inviter éventuellement, les personnes qui m'écoutent à venir partager un temps, j'ai pas encore créé le concept à fond, mais des temps d'immersion, en Ardèche sur différents formats, qui sont à construire. Ça, c'est des perches que je tendrai quand ce sera un peu plus mûr, parce que je trouve que, c'est un territoire où il vibre quelque chose au niveau de l'authenticité, tant des Ouais, personnes que du lieu. C'est un peu comme quand tu vas, tu vois, si tu vas à Karnak, je pense, au niveau tu vois, de grands mégalithes et tout. Ici, il y a pas mal aussi de dolmens, et donc ça veut dire qu'il y a eu aussi une activité ancienne. Il y a Vallon-Pont d'Arc où il y a les plus anciennes peintures rupestres avec la grotte Chauvet. ouais. Et quand tu visites ça, moi, je te jure, plusieurs fois, j'ai fait les visites et j'avais les larmes qui me montaient. C'est-à-dire qu'en fait, tu contactes des lieux, les premiers. Moi, la première fois, je savais même pas qu'il y avait une salle avec, des crânes d'ours. Il y avait une salle où il y a des crânes d'ours qui sont disposés en cercle, comme s'il y avait une cérémonie en hommage à l'esprit des ours. Et les crânes sont posés en cercle à tel point que enfin, les gens qui sont arrivés après les découvreurs ont cru que les découvreurs avaient mis en scène cette salle, ces crânes, et on pensait qu'il y avait eu cette mise en scène. Et ils se sont aperçus que non, la poussière était bien là depuis 40 000 ans. Ça veut dire que ça nous relie à des rituels qui sont hyper anciens et qui sont, de connexion justement entre, l'homme et des animaux à travers les peintures qui sont faites, à travers les mains qui sont posées, tu sais, avec, en pochoir et tout ça. Et franchement, ça m'a tellement ému que j'invite tout le monde, tu vois, ce genre de truc à la faire. C'est des lieux à visiter parce que ça te remet dans la beauté de ce qu'est l'humanité à travers le temps et la le prix, enfin
la valeur que ça a vraiment. Et je trouve que c'est magique et c'est des expériences à faire et ça se passe en Ardèche à une demi-heure de chez moi. Et je voudrais en fait que ça, ce soit le point d'entrée de la reconnexion plus profonde au futur que l'on a à se proposer en tant qu'humanité et pour lequel j'aimerais être un aiguilleur, tu vois. Je me vois comme ça dans mon podcast. Ok, ok, intéressant. Moi, je suis complètement connecté parce que l'Ardèche, en fait, j'ai une maison en Ardèche, donc ça fait longtemps que je suis pas retourné, hein, parce que toutes les grottes, je les ai visitées. Enfin, j'ai toujours trouvé une connexion. Il y a quand même des endroits en Ardèche où tu peux rouler pendant des heures, hein. Tu croises personne. Mm. Il y a que de la forêt de la montagne ou des gorges. C'est juste, ouais, énergétiquement, je trouve super puissant, ouais, ces endroits. Moi, j'ai vraiment. C'est vraiment un bel endroit. Et tu te fais bien de faire la corrélation avec Karnak et les Celtes, parce que il y avait aussi une tradition celtique en Ardèche, qui a été évidemment, C'était la Helvie, c'était les Helviens. ouais, qui a Mm. été, qui a disparu à cause de nos amis romains, mais comme on avait aussi en Suisse d'ailleurs, ouais, en Ouais. Helvétie. Et à Alba Euh, la Romaine, et c'est intéressant que tu fasses ce lien. À Alba la Romaine, il y a un site romain, mais où c'est un théâtre qui a été construit sur un cours d'eau. Donc c'est assez exceptionnel. Il y en a que 3 d'exemples comme ça. Donc il y a un cours d'eau qui passe naturel, et apparemment c'était un lieu où déjà les Gaulois se réunissaient pour célébrer, et c'était une forme déjà d'amphithéâtre. Mais les mhm. Romains ont dit effectivement c'est un lieu qui s'y prête, et ils ont construit un amphithéâtre à ciel ouvert pour faire justement des spectacles, des représentations. Et donc ça montre en fait ce mix des cultures, comment elles se sont imbriquées, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc c'est une très belle région, évidemment, qu'on conseille. Et puis alors, si tu organises des choses là-bas, tu me préviens, parce que je serai le premier à venir, avec grand Ben, plaisir. bien volontiers. Euh, Écoute, je pense qu'on va clôturer la séance du jour. Est-ce que tu voudrais dire une dernière chose à mes auditeurs, quelque chose que tu voudrais partager, dont on n'a pas parlé pour le moment? Et tu- euh, qu'est-ce qui me vient là? Les lectures peut-être. Qu'est-ce qui aurait intéressant à part le voyage de l'Ikigai qui est très intéressant et que je vais commencer? Euh, Une lecture que je voudrais conseiller, bah, peut-être tout simplement Se souvenir du futur, donc qu'on a Ouais. évoqué. Tu dis Qui est- le nom de l'auteur? Se souvenir du futur, c'est un livre de Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier. Ok. Je Je l'ai, le mettrai voilà, je l'ai remis sur je le mettrai la dessus de ma référence dans les pile, commentaires. préfacé par Philippe Guillemont, justement. Voilà. Ok. Bon, voilà, comme ça on a tout. Mm. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, et ça a été très riche. Je sais pas si je vais réussir à résumer ce dont on a parlé, mais je vais me faire aider de mon ami, de mon ChatGPT. assistant. Voilà. Et bah écoute, on se retrouve bientôt. On a un peu débriefé The Week, mais je pense qu'on va le refaire encore, je pense, incessamment. Donc j'imagine qu'on va se retrouver bientôt. Un grand merci à toi. Je te souhaite plein de succès, plein de réussite et plein de vibrations et d'énergie. Et bien, on se retrouve bientôt. Merci Christophe, à bientôt. À bientôt, au revoir.